Donc, après avoir vu la mitochondrie et tout le système endomembranaire, y compris l'hyaloplasme, y compris la communication cellulaire, l'adhésivité cellulaire, la perméabilité membranaire, maintenant, nous allons récapituler avec l'élément le plus essentiel au sein de la cellule eucaryote, qui est le noyau. Et si je me rappelle, et si ma mémoire est bonne, mes chers étudiants, c'est que quand on a pris en considération au début, dans les généralités des cellules, on avait dit que les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes présentaient une grande différence. C'est quoi? C'est que les cellules eucaryotes disposent d'un noyau. Le noyau est considéré comme étant la pièce maîtresse de la cellule eucaryote. J'ouvre une parenthèse. Je dirais que dans une cellule, il faut qu'il y ait une membrane. Et là, c'était la première définition d'une cellule. 2, un milieu ou bien un contenu membranaire, un milieu nutritif et un contenu ou bien un milieu vital. Et à l'intérieur, un noyau. Ce sont 3 éléments fondamentaux. Les autres éléments, ce sont des éléments annexés à cette cellule eucaryote. Le noyau est considéré comme étant la pièce maîtresse qui permet de préserver l'espèce et les caractéristiques de l'espèce. Je m'explique. S'il n'y avait pas ce noyau, nous sommes Homo sapiens, homme sage. 2, nous, au niveau de notre envie, on ne se ressemble pas tous. Il y a l'Homo sapiens, il y a les XX et les XY. Par galanterie, par courtoisie, je commence par les XX. Je laisse les XY comme moi en dernier. Donc, nous avons les XX et les XY. Maintenant, je vais voir au niveau des XX et des XY. Est-ce que vous vous ressemblez? Non. Donc, il y a un 3e élément, c'est qu'il y a des différences. Ces différences sont externes, ce qu'on appelle en génétique le phénotype. Donc, ce sont des caractères externes. Maintenant, ces caractères externes sont exprimés par des caractères internes. Et là, et là où réside l'énigme, ce qu'on va étudier. Donc, à l'intérieur de la cellule, il va y avoir des caractères extérieurs qui ont été exprimés par des caractères intérieurs. Et là, nous avons, bien sûr, le noyau, nous avons les chromosomes, nous avons notre ADN, nous avons les gènes, et maintenant, on ne parle plus de génétique classique, on parle de la génétique moléculaire. La génétique moléculaire, on passe à l'échelle moléculaire. Mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, on va parler de la nanogénétique. Ça veut dire on va parler de la génétique à l'échelle 10-9. Donc tout cela me permet de dire, voilà, le noyau permet de préserver l'espèce et les caractéristiques de l'espèce. Parce que chaque espèce est représentée par un nombre de chromosomes. Donc si je prends l'être humain, si je prends les bovins, les ovins, le moustique, la mouche, les chiens, les canidés, le chat, chaque espèce a le nombre de chromosomes, 1. Donc elle a un noyau qui permet de préserver l'espèce et les caractéristiques de l'espèce. C'est pour cela que quand on voit les autres espèces, on voit des chiens de différentes couleurs, des chats de différentes couleurs, et comme nous aussi, êtres humains, nous avons aussi différentes couleurs, avec bien sûr différentes formes, etc. Et c'est pour cette raison que ce noyau permet de préserver l'espèce et les caractéristiques de l'espèce. Généralité sur le noyau. Le noyau est le centre organisateur de la cellule. Qui dit centre organisateur de la cellule, c'est le disque dur d'un ordinateur. C'est le microprocesseur de tous les appareils électroniques. Et là, je suis au niveau du centre audiovisuel, c'est l'électronique et l'optique qui parlent. Donc, ils en savent beaucoup de choses sur ça. Et ma foi, mes chers étudiants, cette expérience de cours online, de cours à distance,
ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses avec mes collègues et mes amis du centre audiovisuel ou bien de l'auditorium Mouloud Qassim, Naït Belkacem. Bon, donc ceci dit, nous avons ce noyau qui est le centre organisateur de la cellule. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle toutes les opérations au sein de la cellule. Alors, j'ouvre une parenthèse. Qui dit contrôle toutes les opérations au sein de la cellule? Moi, je vais les diviser en deux parties. Il y a des opérations structurelles et des opérations fonctionnelles. Par exemple, la taille. La taille, elle est gérée par les gènes qui se trouvent au niveau du noyau. La couleur de la peau, la couleur des yeux. Et c'est pour cette raison qu'on voit dans certaines familles, ils sont tous de grande taille. D'autres de taille petite, de taille moyenne. Il y a des familles où ils sont obèses. Il y a des familles où il y a les yeux clairs, les yeux bleus, les cheveux blancs. Et ça me permet de dire que ce noyau est le centre organisateur de la cellule. Non seulement il organise la structure, la morphologie, mais aussi la fonction. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, c'est le noyau qui en est responsable. Par rapport à l'être humain, comme j'ai dit tout à l'heure, le disque dur de la cellule, nous aussi, nous avons un centre organisateur de l'être humain qui est le cerveau. Et c'est au niveau du cerveau que toutes les opérations vont s'effectuer. En deuxième année, Inch'Allah, au niveau du chapitre système nerveux, on va étudier les aires A-I-R-E, les surfaces, mesaha, au niveau du cerveau, et chaque aire est responsable, bien sûr, d'un axe ou bien d'un caractère physiologique. Donc, c'est l'organite qui a donné le nom aux cellules eucaryotes, vrai en latin. Karyos, noyau. Donc, des cellules à noyau vrai. كما كنتوا تقولوا في terminal, خلايا حقيقية النواة. Prokaryotes, خلايا بدائية النواة. Ça veut dire que ce sont des cellules qui ont un noyau vrai. Et qui dit un noyau vrai? Avec ces deux membranes et son contenu membranaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le noyau est le lieu d'expression génétique porté par l'ADN. Il constitue donc un point de départ de l'expression génétique. Ça veut dire qu'au niveau du noyau, que je vais avoir toutes les informations génétiques. Les caractères topographiques. Grosso modo, le nombre de noyaux. En général, nous avons un seul noyau par cellule. Il y a, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit durant les cours précédents, il y a certains organites qui sont recouverts par une membrane, et par conséquent, nous dirons, ce sont bien sûr des organites, des cellules qui ont un organite, et l'organite, il a un noyau. Exemple, je répète, nous avons dit que le nombre, il diffère d'une cellule à une autre. Nous avons des cellules sans noyau. L'exemple le plus simple, c'est les globules rouges, les hématies, les érythrocytes. Pas de noyau. Il y a des cellules en général qui ont un noyau. Et il y a d'autres cellules qui ont plusieurs noyaux, comme les cellules musculaires, comme les cellules hépatiques. Donc il y a des cellules qui ont 2 noyaux et plus. Donc le nombre, il dépend de la nature des cellules. 2. La forme du noyau. En général, c'est une forme arrondie. Dans certains cas, elle est ovalaire ou bien ovoïde. Dans d'autres cas, elle est filamenteuse. Et tout cela dépend du type de cellule et dépend aussi de l'activité physiologique de la cellule. Par exemple, les macrophages. Nous avons des noyaux bilobés en fonction de l'état physiologique du macrophage. Donc c'est pour cela, la forme du noyau aussi, elle est spécifique au type de cellule, mais aussi à la fonction de la cellule. La position du noyau, en général, elle est centrale. Là aussi, je peux diviser cette position en plusieurs types. 1. En général, elle est centrale. 2. Elle peut être au tiers basal, elle peut être au tiers moyen, et elle peut être au tiers apical, comme on a vu en histologie dans l'épithélium glandulaire, dans les cellules de sécrétion. Le noyau, il peut être au tiers basal
il peut être au tiers moyen, il peut être au tiers apical. Ensuite, la position aussi du noyau, elle peut aussi être dictée par quoi? Par l'espace laissé par les autres éléments constitutifs de la cellule. Exemple, les cellules musculaires, le noyau périphérique, les adépocytes, le noyau est périphérique. Ça veut dire l'espace laissé par les autres éléments constitutifs de la cellule. Donc c'est pour cela que la topographie du noyau, y compris bien sûr la taille, elle varie aussi selon le type de cellule. Et là, je résume cette topographie en 2 mots. 1, je dirais que la topographie, elle dépend du type de cellule. 2, la fonction de la cellule. Voilà, en général, nous avons Homo sapiens, l'homme sage, un être humain. Nous avons une cellule. Nous avons le noyau. Le noyau, nous avons les chromosomes avec les centromères, les télomères, les bras, c'est les bras ou l'extrémité des télomères. On verra plus tard, l'année prochaine en génétique, quand on va parler des télomères et les enzymes, les télomérases, que les télomères raccourcissent au fur et à mesure que l'individu vieillit. Donc nous avons le centromère, les télomères, et ici, on verra tout à l'heure, nous avons l'ADN avec la double hélice de Watson et Crick, et on verra bien sûr les histones H1, H2A, H2B, H3A et H4, les 5 classes d'histones. La structure du noyau. Le noyau est un des organites qui disposent d'une double membrane, comme la mitochondrie. En général, tous les organites disposent d'une seule membrane. D'ailleurs, le premier chapitre, si vous vous rappelez bien, on a parlé d'unité membrane, la membrane unitaire formée par une DCPL, double couche phospholipidique. Maintenant, nous avons le noyau qui a 2 membranes. Une membrane externe et une membrane interne. La membrane externe, voilà, la membrane externe est toujours bordée, ou en général bordée de ribosomes. Ensuite, ici, c'est le cytosquelette. Entre les 2 membranes, nous avons un espace intermembranaire, entre la membrane externe et la membrane interne. Ensuite, au fur et à mesure que l'on s'introduit à l'intérieur du noyau, on a la chromatine. On divise la chromatine en 2 types. Nous avons l'hétérochromatine et nous avons l'euchromatine. On verra tout à l'heure que l'hétérochromatine, c'est la chromatine dense. L'euchromatine, c'est la chromatine claire. D'ailleurs, avant de passer à ça, j'aime toujours expliquer un peu d'étymologie des termes, la signification des termes. Hétéro, mélange, chromatine, chromosome. Donc, il y a une substance génétique. 2, vrai. Donc ici, c'est la chromatine mélangée. Ici, c'est la vraie chromatine, puisque eucaryote, on a noyau, cellule eucaryote, cellule à noyau vrai. Donc ici, chromatine, donc la vraie chromatine. Ensuite, nous avons la membrane externe, ça y est, la membrane interne, les citernes périnucléaires ou l'espace intermembranaire. Donc la membrane externe plus la membrane interne, plus l'espace entre les 2 membranes, on l'appelle enveloppe nucléaire. Ensuite, ici, les corbeilles périnucléaires faisant partie du système du cytosquelette. On va passer ici au nucléole, naouia. Le nucléole est un des organites qui ne dispose pas de membrane. Comme on l'avait dit précédemment, on a le nucléole et les ribosomes qui ont 0 membrane. On a tout le système endomembranaire et la membrane plasmique, une seule membrane. Le noyau et la mitochondrie disposent de 2 membranes. Ces membranes sont coupées en des points. Finiqat, checkpoint, un arrêt. Les checkpoints, les points, on les appelle les pores nucléaires. Donc les pores nucléaires permettent la communication entre un milieu
nucléaire et un milieu intracytoplasmique. Attention. De temps en temps, dans les QCM, il y a des pièges. Quand je dis intranucléaire, si je dirais extranucléaire, c'est juste. Mais si je dirais intracytoplasmique, c'est aussi juste. Mais si je dirais extracellulaire, c'est faux. Parce que le noyau n'est pas en contact avec le milieu extracellulaire, mais il est en contact avec le milieu intracellulaire. Bon, le réticulum endoplasmique, j'ai dit, voilà les ribosomes qui sont bordés sur le réticulum endoplasmique. L'enveloppe nucléaire. Pour l'enveloppe nucléaire, on a dit, voilà la membrane externe. La membrane externe de l'enveloppe nucléaire permet la communication entre l'espace intermembranaire, le milieu intranucléaire et le milieu extranucléaire ou intracellulaire, en continuité avec celle du RE, le réticulum endoplasmique, d'une épaisseur de 7,5 nanomètres, donc pratiquement identique à celle de la membrane plasmique, 75 angstroms. Trilamellaire. Trilamellaire, ça veut dire une couche sombre, une couche claire et une couche sombre, ou bien une double couche phospholipidique. Porte sur sa face externe, comme on l'a vu au niveau du schéma, des ribosomes. Riche en enzymes, les cytochromes, comme on a eu l'occasion de les voir et d'en parler vaguement au niveau de la mitochondrie, le glucose 6-phosphatase, comme celle du RE. Donc ce sont des enzymes, ce sont des régions à activité enzymatique. La composition, en général, 70% de protéines et 30% de lipides. Alors, s'il vous plaît, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Ça vous rappelle quoi? C'est la composition chimique de la membrane du réticulum endoplasmique. Donc, du moment que dans le réticulum endoplasmique, il y a une grande activité enzymatique, là aussi, au niveau du noyau, il y a une grande activité enzymatique. L'espace périnucléaire, on a dit, il est situé entre les deux membranes. Donc, point de vue architectural, il se trouve entre les deux membranes. D'une épaisseur de 10 à 20 nanomètres, relativement large, représente le lieu de stockage des ions calcium. Ça, c'est un exemple. On peut trouver beaucoup d'enzymes et d'autres ions, même les ions magnésium. Donc, c'est le lieu de stockage de ces ions qui vont participer dans toutes les réactions métaboliques. Et on sait pertinemment que les réactions métaboliques disposent d'une armada, bien sûr, d'enzymes, mais aussi aidées par des précurseurs et surtout par des catalyseurs, y compris certains ions. La membrane interne. Alors, pour votre information, j'ai essayé de résumer et de comprimer les cours au maximum. Donc, c'est une compression vraiment maximale. La membrane interne ressemble à la membrane externe. Ça veut dire toujours deux couches sombres et une couche claire, trilamellaire, double couche phospholipidique, riche en enzymes, puisque j'ai dit tout à l'heure que la membrane externe, il y a une grande activité enzymatique. Elle représente le site de fixation des lamines, entre parenthèses, filaments intermédiaires, la P58. Alors là, je m'explique. La face interne de la membrane nucléaire est reliée au nucléosquelette. Je dis bien nucléosquelette. Par analogie, cytosquelette. هيكل الخلية. الآن on ne parle plus de cytosquelette. Nucléosquelette. هيكل النواة. Le nucléosquelette est formé aussi par un échafaudage, comme on a vu au niveau du cytosquelette. Un échafaudage. Au lieu que ce soit les microtubules, les filaments intermédiaires et les microfilaments d'actine dans le cytosquelette. Dans le nucléosquelette, nous avons une dominance par excellence de quoi? Des
filaments intermédiaires. Donc, il y a les filaments intermédiaires qui représentent le nucléosquelette. Il y a la membrane interne du noyau, entre les deux. Il y a des points, comme je l'ai dit tout à l'heure, des checkpoints, des points de liaison, des points de jonction assurés par des protéines. Donc, nous avons une protéine qui associe, je répète, c'est très important. Je dis bien, c'est très important. À bien connaître et à bien écouter les explications. Je répète, c'est très important. Bon, représente le site de fixation des lamines. Les lamines, c'est les filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires sont associés à la membrane interne, par quoi? Par une protéine appelée P58. La protéine P58, par définition, elle associe les filaments intermédiaires du nucléosquelette à la face interne du noyau. Donc, la membrane interne du noyau, plus les lamines nucléoplasmiques, plus la protéine 58 constitue la jonction entre le nucléosquelette et la membrane interne. Elle possède des récepteurs pour les protéines associées à la chromatine. Donc, elle a aussi des récepteurs pour les protéines associées à la chromatine. Si je fais un peu de recul, quand j'ai montré concernant l'hétérochromatine, on a dit il y a l'hétérochromatine et le chromatine. L'hétérochromatine, je peux la retrouver dans le nucléoplasme, c'est-à-dire le cytoplasme du noyau, et je peux la retrouver à la périphérie. Alors, excusez-moi, je reviens un peu au schéma. Voilà. Je reviens au schéma. Voilà, ça c'est l'hétérochromatine. Toujours ça, c'est l'hétérochromatine. Ça, c'est la chromatine claire. Ça, c'est la chromatine dense. La chromatine dense aussi est associée, la chromatine dense aussi est associée à la membrane interne. Donc c'est pour cette raison que la membrane interne, voilà, on dit, voilà, elle possède des récepteurs pour les protéines associées à la chromatine. Elle possède des canaux calciques transmembranaires. Exemple, calcium, ATP, phosphatase. Alors, entre parenthèses, ça c'est pour vous, c'est un peu de la biomol, de la biologie moléculaire qui est devenue actuellement la science par excellence en vogue. Maintenant même, les généticiens, la génétique clinique, la cytologie, l'histologie, l'embryologie, chaque fois, quand on veut expliquer un phénomène, on se réfère à la biomol. Même la virologie, l'étude des virus, la bactériologie, quand on veut expliquer un phénomène, on va directement à la biomol, on dira c'est la biomol qui l'explique. Ici, nous avons des canaux calciques transmembranaires. À l'intérieur de la membrane, calcium, ATP, phosphatase. En général, la protéine responsable de ces canaux, on retrouve généralement au niveau du canal, c'est la calmoduline. La calmoduline. Les sites de fixation des lamines. Voilà, les sites de fixation des lamines sont des protéines intramembranaires jouant le rôle de site de fixation de lamines et pour les protéines des histones au niveau de l'ADN. 2. Exemple, la protéine P58 qui fixe les lamines B. Où est-ce qu'on a vu la protéine la P58? On a vu tout à l'heure la P58 qui associe les lamines, les filaments intermédiaires, ou bien les lamines nucléoplasmiques, filaments intermédiaires, lamines nucléoplasmiques, nucléosquelette à la membrane interne. Donc c'est la protéine P58. Voilà, on met en évidence ici, s'il vous plaît, suivez-moi, les pores nucléaires, la membrane nucléaire externe, la membrane nucléaire interne. Voilà une coupe en 3D d'un pore nucléaire. Voilà les lamines nucléoplasmiques représentées essentiellement par des filaments intermédiaires. Et ici, nous avons des points d'attache
des points de jonction entre la membrane interne et les lamines qui sont les P58, les protéines 58. Rôle de l'enveloppe nucléaire. Donc on a parlé grosso modo du noyau, de l'enveloppe nucléaire. 1. C'est une barrière pour les ions et les solutés et les macromolécules. 2. L'échange entre cytoplasme, noyau, donc noyau, cytoplasme, cytoplasme, noyau. C'est-à-dire et vice-versa. Les échanges entre le noyau et le cytoplasme, ou bien le cytoplasme et le noyau, c'est la membrane ou bien l'enveloppe nucléaire qui en est responsable. Je dis bien l'enveloppe nucléaire. Moi j'ai dit membrane, mais non. Normalement, c'est l'enveloppe nucléaire. Pourquoi? Parce que l'enveloppe nucléaire, elle est formée par la membrane externe, la membrane interne, l'espace périnucléaire et les pores nucléaires. Donc toute cette armada, tout cet ensemble, si vous voulez, d'éléments constitutifs de la membrane constitue l'enveloppe nucléaire. Biosynthèse des protéines. Au niveau de la membrane externe. Vous allez me poser la question, monsieur. Oui, biosynthèse des protéines au niveau de la membrane externe, parce qu'elle est bordée de ribosomes. Et les ribosomes peuvent synthétiser des protéines. On a vu ça au niveau du chapitre, le réticulum endoplasmique. La forme. Elle maintient la forme du noyau. C'est pour cela que j'ai dit il y a des noyaux ovalaires, ovoïdes, sphériques, filamenteux, multilobés. Donc, c'est l'enveloppe nucléaire qui en est responsable de cette forme. Éventuellement, après avoir terminé le cours, comme je l'ai dit durant les cours précédents, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez vos questions, vous les envoyez au délégué, il va me rassembler toutes les questions, je vais peaufiner toutes les questions et je vais vous répondre, Inch'Allah, par une autre vidéo, je vais répondre aux questions. Éventuellement, si on aura le temps, je vous ferai une révision, soit révision générale, soit en vidéo, soit au niveau de l'amphi, si jamais il y aura une reprise. En respectant bien sûr toutes les mesures de distancement, d'hygiène, etc. Donc s'il y aura une reprise, je vous ferai une révision au niveau de l'amphi, la dernière séance, avant l'examen. Sinon, autrement dit, si vous aurez des questions, je vous répondrai aux questions. Éventuellement, s'il y a des points à éclaircir, là aussi, je suis prêt et on le fera ensemble, Inch'Allah. Voilà la structure tridimensionnelle du noyau, du pore nucléaire, pardon. Le pore nucléaire est divisé en 3 parties. Un anneau cytoplasmique, c'est-à-dire il est en contact avec le cytoplasme. Un anneau nucléoplasmique, il est en contact avec le nucléoplasme. Et en bas, en dessous du noyau nucléoplasmique, on verra tout à l'heure au niveau du schéma, un petit anneau grillagé nucléoplasmique. Donc, la structure tridimensionnelle du noyau, le pore est composé de 2 anneaux. Un anneau cytoplasmique en face de la partie intracellulaire, donc en face du cytoplasme. 2, un anneau nucléaire ou nucléoplasmique en face du nucléoplasme. Et un petit anneau que je n'ai pas mentionné, que je mentionnerai tout à l'heure, un anneau, ce qu'on appelle un anneau de filtration, de sélection, un petit anneau grillagé, nucléoplasmique. Chaque anneau est formé par sigma, un ensemble de 8 sous-unités. Donc, une sous-unité, 2, 3, etc. Donc, ces 8 sous-unités représentent chaque anneau. Je prends un anneau, et pour votre information, on verra tout à l'heure au niveau du schéma. Alors, vous aurez, c'est la mémoire auditive. Ensuite, vous aurez la mémoire visuelle. L'anneau est formé par un petit canal central et des canaux ou des espaces périphériques, ressemblant à une roue de bicyclette. Prenez une roue de bicyclette, vous voyez à l'extérieur le pneu, à l'intérieur
les rayons, comme on les appelle, convergent vers un trou, le canal central. Nous avons un canal central et nous avons des espaces périphériques. Ces anneaux sont reliés à un canal central par 8 ponts ou bien bras radiaires, ce que j'ai appelé rayons. Le pore nucléaire est un complexe formé par un ensemble de protéines, N, P, C, nucléaire pore complexe. Donc, un complexe de pore nucléaire, constitué en moyenne de 50 protéines, différentes, ce qu'on appelle les nucléoporines. Là aussi, entre parenthèses, en biomol, on a beaucoup de protéines nucléaires. La plus importante et la plus consistante des protéines du pore nucléaire, je n'ai pas mentionné, mais je vous le donne à titre d'information, c'est la P180, protéine 180. Comme la P58 des filaments intermédiaires ou bien des lamines, qui relient la membrane interne aux lamines, la P53 au niveau des cellules cancéreuses. Ici, nous avons la P180, qui est la protéine majoritaire, essentielle, constitutive au sein, bien sûr, du noyau. Le nombre de pores est de 3000 à 4000 par noyau. Là aussi, toujours, je reviens à ma fameuse phrase, tout dépend du type de cellule et de la fonction. Donc, il y a des cellules au niveau desquelles l'activité nucléaire est intense, le nombre de pores nucléaires est élevé. Maintenant, cette même cellule, quand elle est au repos, le nombre il est fixe. Exemple, si elle a 4000 pores, c'est 4000 pores. Donc là, celle-là, le nombre de pores nucléaires, il varie en fonction du type de cellule. Si la cellule a une activité intense nucléaire, ou bien il y a peu d'échanges, la première catégorie. La deuxième catégorie, selon l'état physiologique de la cellule. Si la cellule est au repos, si la cellule est en activité. Si la cellule est au repos, le nombre de pores nucléaires assure uniquement la maintenance. Maintenant, si la cellule est en activité ou bien en superactivité, le nombre de pores nucléaires augmente. La fonction, c'est les échanges nucléocytoplasmiques, ça veut dire entre le noyau et le cytoplasme. Moi, j'aime plus les schémas que le texte. Je me retrouve au niveau du schéma mieux que les textes. Voilà mon pore nucléaire. Voilà les filaments du cytosquelette ou du cytosol. Voilà mon anneau cytoplasmique. L'anneau cytoplasmique, on a dit tout à l'heure, il est formé par deux parties. Un canal central, des bras radiaires, des ponts radiaires qui forment des espaces périphériques. Donc nous avons un canal central et 8 bras radiaires. Ça, c'est l'anneau cytosolique ou bien cytoplasmique. 1. 2. Alors ça, c'est la membrane toujours externe, ça, c'est les ribosomes. Moi, je parle du pore nucléaire. Voilà le canal central. Maintenant, l'anneau nucléoplasmique. L'anneau nucléoplasmique, comme l'anneau cytosolique, dispose d'un canal central, voilà, et des bras, des espaces, périphériques, représentés, coupés par des bras ou bien des ponts périphériques. Donc on a un canal central et 8 bras ou espaces périphériques. Voilà le troisième anneau, le petit anneau nucléoplasmique. Petit anneau nucléoplasmique, voilà les filaments intermédiaires, toujours avec des filaments de la cage. Voilà le grillage, c'est un anneau grillagé, parce que dans certains livres, dans certains ouvrages, au lieu de trouver le petit anneau nucléoplasmique, vous allez trouver un anneau grillagé. Tout dépend des nomenclatures. Voilà le petit anneau, sauf que le petit anneau n'a pas de canal central, ni d'espace ou de bras périphériques. Et ça,
il permet de sélectionner le flux des substances. Vous voyez que la cellule a son propre programme. Le programme, c'est quoi? C'est quand il y a des substances qui arrivent par le canal central. On verra tout à l'heure, le canal central, il fait le transport actif contre le gradient de concentration. Les anneaux, les canaux périphériques font le transport passif avec le gradient de concentration. Si toutes les substances arrivent en même temps, cet anneau, il va retenir les substances et il va les faire passer en douceur. Il va réduire la cadence de passage des substances. La réciproque est vraie. Quand les substances arrivent de l'intérieur vers l'extérieur, il fait le phénomène inverse. Il sélectionne les substances, il réduit la cadence des substances, et ces substances, si elles passent contre le gradient de concentration, elles vont passer par le canal central. Si elles passent avec le gradient de concentration qui ne nécessite pas d'énergie par rapport au canal central, automatiquement, elles vont passer par les canaux périphériques. Donc, la lumière de l'enveloppe nucléaire, le réseau de lamines ou bien de filaments intermédiaires, ici, si vous me permettez, voilà, c'est des points de jonction. Par quoi? Par la protéine 58. On a la P58, elle relie la membrane interne et les lamines ou bien les filaments intermédiaires du nucléosquelette. Ensuite, l'anneau nucléoplasmique, le réseau sous-membranaire. Donc, je récapitule, maintenant, sans voir le schéma, je récapitule, je dirais que le pore nucléaire est formé par les éléments suivants. Alors, prenez note et suivez-moi. 1. Un anneau cytosolique en face du cytoplasme. Cytosol. 1. Cet anneau cytosolique est formé par un canal central, 8 bras radiaires ou bien ponts qui délimitent des espaces radiaires. Le canal central assure le transport actif contre le gradient de concentration. Les canaux périphériques assurent le transport avec le gradient de concentration. 1. 2. Un anneau nucléoplasmique. L'anneau nucléoplasmique, il est en contact avec le nucléoplasme ou nucléosquelette. La même chose. Il est formé par un canal central assurant le transport actif. Des canaux ou bien des bras radiaires périphériques assurant le transport passif. Ces deux anneaux constituent le pore nucléaire proprement dit. Le pore nucléaire coupe l'enveloppe nucléaire en plusieurs points. L'enveloppe nucléaire est formée par une membrane externe, un espace périnucléaire ou bien intermembranaire et une membrane interne. À l'intérieur du nucléoplasme, nous avons le nucléosquelette. Le nucléosquelette est représenté par des lamines. Les lamines sont essentiellement représentées par quoi? Par des filaments intermédiaires qui sont associés à la membrane interne par les protéines 53. Là aussi, maintenant, j'ai pris un anneau, voilà, un anneau que j'ai augmenté le grossissement, au niveau duquel j'ai augmenté le grossissement, et vous allez suivre avec moi. 1. L'anneau cytosolique. Alors, l'anneau cytosolique. Excusez-moi. Voilà. Cet anneau cytosolique est formé par 8 canaux latéraux représentant des espaces périphériques coupés par des ponts ou bien par des radiations dans le sens radiaire. Donc, à nous, c'est la partie périphérique. 2. Ces espaces assurent un transport passif ou bien une diffusion passive. Au milieu, un transporteur central qui est le canal central pour les grosses molécules. Ce canal central, voilà, assure
un transport actif qui nécessite de l'ATP. Entre parenthèses pour vous, toutes les substances dont le poids moléculaire est inférieur à 40 kg Dalton et toutes les substances dont le poids moléculaire est supérieur à 40, bien sûr, kg Dalton. Donc vous voyez que les canaux périphériques, c'est des petites molécules avec le gradient de concentration sans énergie. Le canal central, c'est contre le gradient de concentration avec de l'énergie. La chromatine. On peut diviser la chromatine en deux types, une hétérochromatine et une ochromatine. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure, on avait dit l'euchromatine, c'est la chromatine claire, l'hétérochromatine ou bien la chromatine condensée, dense. D'ores et déjà, j'annonce la couleur. Ça, c'est la chromatine sexuellement, génétiquement active. La chromatine inactive, surtout structurelle. Et la chromatine sexuelle ou corpuscule de Barr. Donc, génétiquement active, génétiquement inactive. Le chromatine. Alors maintenant, vous allez suivre et ça, c'est important. C'est très important. Ça peut faire l'objet de questions d'examen. En comparant, en QCM, je compare l'hétérochromatine et le chromatine. Bon, euchromatine, on a dit chromatine vraie. 1. Elle est totalement décondensée pendant l'interface, répartie dans tout le nucléoplasme, comme on a vu au niveau du schéma. Active sur le plan transcriptionnelle, génétiquement active. Elle représente 10% de la chromatine totale. Maintenant, par analogie, par similitude, alors, je vais prendre l'euchromatine et l'hétérochromatine. Je ne vais pas passer à la diapo de l'hétérochromatine. Totalement décondensée. Donc, l'hétérochromatine, totalement condensée. 2. Elle est répartie dans le nucléoplasme. Elle est répartie dans des régions spécifiques, comme on a vu au niveau du schéma, au niveau de la périphérie et au niveau du centre du noyau. 2. Elle est active sur le plan transcriptionnel. Elle est inactive sur le plan transcriptionnel. Elle occupe 10% de la chromatine totale du noyau. L'hétérochromatine occupe 90% de la chromatine totale du noyau. Ça, c'est par similitude. Maintenant, je vais passer à l'hétérochromatine. Voilà. Plus ou moins condensée tout au long du cycle cellulaire. L'autre, on a dit une chromatine claire. Localisée. L'autre, au niveau de tout le noyau. Principalement périphérie du noyau, contre la lamina nucléaire, et proche du nucléole, au centre du noyau. Ou bien dispersée en motte dans le nucléoplasme. On a dit la chromatine, elle est dispersée, elle est répartie au niveau de tout le noyau. L'hétérochromatine, elle peut être à la périphérie et comme elle peut être proche du noyau. Dans certains cas, elle est associée en motte. Qu'est-ce que ça veut dire motte? La motte de persil et de coriandre. Rapta. Rapta, en motte. Donc, elle est dispersée en motte dans le nucléoplasme. Donc, vous voyez déjà la différence entre les deux. Le dernier point, on a dit 10% pour l'euchromatine, 90% pour la chromatine totale. On a dit l'euchromatine est active du point de vue transcriptionnel. Ici, on a dit qu'elle est inactive du point de vue transcriptionnel. Alors, l'hétérochromatine a été définie comme une structure qui ne change pas durant la condensation ou bien au cours du cycle cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est une chromatine dense et l'euchromatine, elle est bien sûr décondensée durant l'interface. L'hétérochromatine, voilà, l'hétérochromatine constitutive et l'hétérochromatine facultative. Constitutive,
à peu près, c'est elle qui contient peu de gènes, mais principalement des séquences répétées et situées, bien sûr, proches des centromères ou bien des télomères. L'hétérochromatine facultative, elle contient uniquement quelques régions codantes pouvant adopter des caractéristiques structurales et fonctionnelles de l'hétérochromatine. Donc, ceci dit, comme le chromosome X, inactif chez la femelle des mammifères. Voilà le même schéma qu'on a vu tout à l'heure, le réticulum, la membrane, le nucléole, le chromatine claire, la chromatine dense, etc. Chromatine sexuelle ou corpuscule de Barr. C'est une petite masse d'hétérochromatine située proche de l'enveloppe nucléaire, de la membrane interne, et résulte de l'inactivation au hasard d'un des chromosomes chez la femme. Corpuscule de Barr n'existe pas chez un homme normal. Une spécificité du corpuscule de Barr. Donc c'est une petite masse de chromatine condensée que l'on peut observer, bien sûr, près de la membrane interne du noyau. Dans toutes les cellules somatiques sont les cellules du corps, chez la femme, ainsi que chez les hommes atteints de syndrome Klinefelter. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, sans trop détailler. Le principe est le suivant. Un individu a, dans le noyau de ses cellules, autant de corpuscules chromatiniens que de chromosomes X, moins 1. Ça veut dire que nous avons un homme normal qui a XY, donc n'a pas de corpuscule de Barr. 1 moins 1 égale 0. Alors qu'une femme, XX, X, X, 2, voilà, moins 1 égale 1. Donc elle a un corpuscule de Barr. Pour un homme atteint de syndrome de Klinefelter, qui est X, X, Y, vous aurez l'occasion de voir ça en génétique l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura donc 2 moins 1. Donc chez un homme, au lieu d'avoir 0 corpuscule de Barr, il en a 1 par cellule. Donc, et les super femelles qui sont X, 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 3X, elles auront 2 corpuscules de Barr pour chaque cellule. Donc, là aussi, ce sont des syndromes qu'on verra, c'est un gigantisme au sein des hommes. On verra, Inch'Allah, l'année prochaine en génétique. Pour les protéines codées par les gènes des chromosomes X, ne soient pas trop nombreuses ou plus nombreuses que l'homme, qui n'a qu'un seul chromosome X. Donc là, il se produit au début du développement en embryologie, au niveau du blastocyste, la première division, une inactivation aléatoire qui n'est pas bien définie de l'un des chromosomes X, c'est-à-dire que le chromosome X provenant de la mère ou celui de l'homme. L'inactivation, on l'appelle l'inactivation de Léon, donc est aussi appelée l'ionisation. Elle a été mise par Mary Lyon en 1961. Le corpuscule de Barr, voilà, correspond à l'hétérochromatine de chromosome X inactif. Donc là, cette inactivation, pour nous aussi, c'est une mutation, c'est une anomalie génétique proprement dite. La chromatine est constituée par l'ADN plus les protéines. Les protéines, on a les histones. Au niveau de l'ADN, on a l'acide désoxyribonucléique, 2 brins bicaténaires. Chaque brin, c'est un polymère de l'association de nucléotides. Le nucléotide, savoir biochimie, sucre, une base azotée et un groupement phosphate. Il existe 5 classes d'histones. Les histones H1, qui se trouvent dans le nucléosome, les histones H2A, H2B, H3 et H4. C'est un octamère. On a 8 histones. 1, 2, 3, 4. D'accord? Plus H1 qui est à part. H1 qui est à part. Voilà, nous avons le corps
ici nous avons le H1, voilà le H1. Et ici nous avons 2, 4, 6, 8. Ce sont les histones H2A, H2B, H3 et H4. Chaque histone est en paire. C'est pour ça qu'on a dit un octamère d'histones, 8, 2, 4, 6, 8. Alors, H2A, H2B, H3, H4, et on multiplie par 2, 2 fois, et les histones H1 sont à part. Le nucléole. Le nucléole apparaît comme un corpuscule sphérique dense, sans membrane, d'accord, visible, un point noir en microscopie optique, et très bien individualisé, très bien représenté en microscopie électronique. C'est une structure dynamique au niveau de laquelle il y a une intense activité, un mouvement d'entrée et de sortie de substances. Le nombre aussi, il peut être en général un nucléole par noyau, et il peut y avoir plusieurs nucléoles selon le type de cellule. La taille varie selon l'activité de la cellule. Est-ce que la cellule est au repos ou la cellule est en activité? Sa principale fonction, c'est quoi? C'est la synthèse, la biogénèse des ribosomes. Et là, on sait que les ribosomes, ribose, c'est le sucre, soma, c'est le corps. Donc c'est un corps qui contient un sucre. Maintenant, si on décortique le ribosome, on dira que le ribosome est formé par de l'eau, de la matière sèche. La matière sèche, elle est formée par l'ARN, R et des protéines. Et sauf que les différents types de ribosomes, soit les ribosomes 70S ou 80S, sont différents. Et la différence, elle est calculée, elle est mesurée, elle est comptée par quoi? Par le coefficient de sédimentation. Donc là, biogénèse des ribosomes. La transcription de l'ADN ribosomal ou bien ribosomial, les deux sont justes, en pré-ARN ribosomial. L'ARN R45S, c'est l'ARN précurseur du ribosome, qui va donner l'ARN 5,8S, 18S et 28S. La maturation de l'ARN R néoformé et l'assemblage des sous-unités ribosomales. Ça, ce sont les étapes par lesquelles passent les ribosomes durant sa synthèse. Et là, ça me permet de dire une transcription d'ADN ribosomal en pré-ARN ribosomal. Voilà, pré-ARN ribosomal, nous avons un ARN 45S, c'est l'ARN précurseur, qu'on va diviser en ARN 18S, 5,8S et 28S. On va leur ajouter le 5S du nucléoplasme pour former les deux sous-unités du ribosome. Mais à ces unités, à ces ARN, on rajoute, ces ARN R, on rajoute des protéines. La composante du nucléole en microscopie électronique. 3 composantes étaient identifiées dans la coupe d'un nucléole. 1. Une région centrale, les centres fibrillaires FC. Un centre fibrillaire dense, DFC, entourant partiellement ou totalement les FC. Donc le DFC entoure les FC. Et la troisième partie, un composant granulaire composant granulaire dense dans lequel est enchâssé le FC et le DFC. Donc, le complexe DFC et FC sont enchâssés dans le complexe granulaire. Donc, on a 3 régions différentes. Une région FC fibrillaire, une région DFC qui entoure la région FC, et ces deux régions, voilà, ces deux régions entourent une autre région qui est la région granulaire, c'est le GC. Voilà. Le FC. FC, le centre fibrillaire. Protéines de la transcription, l'ADN polymérase 1, exemple. Il y a plusieurs rôles. Je n'ai cité que ces deux petits rôles. Ensuite, les composants fibrillaires
dense D, F, C, qui entoure l'FC. Transcription de l'ADN-R, clivage du pré-ARN. 2. 3. Le composant granulaire, c'est les pré-ribosomes avant la maturation des ribosomes. Donc vous voyez que ces 3 régions ont des rôles distincts dans la structure du ribosome. L'organisation du nucléole. Et là, ça me permet un peu de mettre en évidence quelques éléments génétiques. Voilà, le nucléole contient de grandes boucles d'ADN, l'ADN R, voilà. L'ADN R, il va être transcrit en ARN R, comme j'ai dit, le précurseur, c'est l'ARN brut 45S, et ça chez les cellules eucaryotes. Ensuite, ces boucles d'ADN sont représentées par 5 paires de chromosomes acrocentriques. 1, chromosome 13, 14, 15, 21 et 22. Donc ces chromosomes représentent les grandes boucles d'ADN qui vont être représentées par l'ADN ribosomal ou bien ribosomial, qui seront transcrits en ARN précurseur, qui va se diviser en ARN 18S, 28S, 5,8S. Les fonctions, voilà, la biogénèse des ribosomes et contrôle du cycle cellulaire, la division cellulaire. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, mais je sais que ça paraissait un peu flou, un peu louche. Mais moi, j'aime les schémas. Au niveau du schéma, c'est plus clair. Voilà le nucléole. L'ADN R, l'ADN nucléolaire. Le pré-ARN, l'ARN 45S, qui va se diviser en 2 parties. L'ARN 18S, l'ARN 5,8S et l'ARN 28S. Donc l'ARN 45S se divise en ARN 28S, 5,8S et 18S. Bon, je coupe cette partie. Je dirais, il y a un épissage et on a obtenu l'ARN 18S. On a rajouté, voilà, des protéines, à peu près 33 protéines. On a obtenu la petite sous-unité du ribosome des eucaryotes, la petite sous-unité 40S. Je répète, l'ARN 45S, on a divisé en 2 parties. Une partie, maintenant je ne dis rien du tout. La première partie, c'est l'ARN R18S. L'ARN R18S, voilà, petite sous-unité, on lui a rajouté 33 protéines. ARN R18S plus 33 protéines, on a obtenu la petite sous-unité. Vous êtes d'accord? Je répète pour la dernière fois. L'ARN 45S, il est scindé, divisé en 2 types d'ARN. ARN, pour nous, pour le moment, l'ARN 18S. L'ARN 18S, on lui a rajouté 33 protéines, on a obtenu la petite sous-unité. Ça, j'enlève. Maintenant, la deuxième partie. L'ARN 45S, il a été scindé aussi en ARN 5,8S et en ARN 28S. Ces 2 ARN, pour qu'ils soient, pour qu'ils font partie prenante de la structure de la grande sous-unité, on va leur rajouter un ARN nucléaire de type 5S. Donc ici, nous aurons un ARN 5,8S, 28S et 5S. 3 types d'ARN. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque, comme pour la petite sous-unité, les protéines. On leur a rajouté une 50aine de protéines. Donc là, nous aurons cette grande sous-unité formée par 1. L'ARN 5,8S, l'ARN 28S qu'on a eu de l'ARN 45S, plus l'ARN 5S. Nucléaire, pardon. Donc cet ARN nucléaire, donc on a 3 types d'ARN, plus les 50 protéines, et on a obtenu la grande sous-unité. Donc je récapitule. L'ARN 45S se divise en 2 types d'ARN.
ARN 18S, à qui on a rajouté 33 protéines pour former la petite sous-unité 40S. Le deuxième type, l'ARN 28S et 5,8S, sont insuffisants pour synthétiser la grande sous-unité. On leur a rajouté l'ARN 5S nucléaire. Donc on a obtenu 5,8S, 28S et 5S. Qu'est-ce qui manque? Il manque les protéines. Donc on a rajouté 50 protéines et on a obtenu ARN 5,8S, l'ARN 5S, l'ARN 28S, plus les 50 protéines pour former la grande sous-unité du ribosome et par conséquent les deux sous-unités 40S plus 60S. Donc sur cette synthèse du ribosome que je termine mon cours et je vous dis au prochain, Inch'Allah.